Monsieur le procureur, je crois que le premier témoin que le tribunal doit entendre est le directeur d'enquête Laurent Hoth. C'est bien cela? Donc vous voulez bien venir à la barre. Tout d'abord, une disposition générale qui ne vous concerne pas seul. Le temps est compté pour le tribunal, comme c'est la coutume, vous savez, la justice ne sait pas trouver le bon ton et le bon temps. Alors, il va falloir un petit peu circonscrire les dépositions, les éléments fournis au tribunal dans un temps qui ne dépassera pas 10 minutes pour permettre ensuite les questions. Alors, bien sûr, nous sommes dans un procès symbolique. Il n'est pas question de faire prêter serment, mais il y a une nécessité de loyauté, de vérité vis-à-vis de ce tribunal, puisque c'est l'opinion entière, qui est un des fondements de la démocratie, qui va apprécier la vérité de ce qui est dans la poursuite qui a été lue. Alors, vous allez décrire au tribunal comment et depuis combien de temps vous avez réuni tous ces éléments d'enquête qui sont à la base de la poursuite. Merci Madame la Présidente, et je m'engage effectivement à parler avec sincérité et loyauté. Et donc je m'appelle Laurent Hoth, je suis le président d'une association qui œuvre en Essonne, en région parisienne, qui s'appelle Intermède Robinson. Sont présents avec moi différents représentants de cette association, les permanents, les bénévoles. L'enquête que je présente devant vous est le résultat d'une expérience que nous avons pu mener depuis 2008 auprès de familles et d'enfants, d'adultes, mais aussi de parents, d'origine rome et roumaine, auprès de laquelle notre association travaille pour des motifs éducatifs. Il s'agit d'une enquête originale, car dans la réalité, c'est parce que nous étions aux côtés de ces personnes dans leur démarche, parce que nous étions aux côtés de ces personnes dans leur vie courante, dans leur vie quotidienne, que nous avons pu voir se dresser devant elles un certain nombre de violations, de dysfonctionnements et d'atteintes à leurs droits les plus élémentaires. C'est donc une enquête qui s'est faite, je dirais, par l'expérience elle-même et qui nous a petit à petit ouvert les yeux et nous a amené à analyser un certain nombre de faits et de phénomènes que j'aimerais présenter devant vous. D'abord, le premier élément que j'ai à présenter un peu devant cette cour, c'est la stupeur. Nous avons découvert des situations dont nous n'aurions jamais pu penser qu'elles pourraient exister dans notre pays, dont nous n'aurions jamais pu penser qu'elles pouvaient exister avec le droit que nous avons, avec les usages que nous avons, avec les institutions que nous avons, avec les systèmes de protection de l'éducation, de la santé, de la parentalité qui existent. Nous n'aurions jamais pu penser qu'il pouvait y avoir des situations autant déniées. Nous avons rencontré des personnes, en effet, qui se retrouvaient sans arrêt déboutées de la plupart de leurs demandes. Et nous avons pu constater comment, finalement, tous ces dysfonctionnements œuvraient les uns avec les autres. L'impossibilité de se domicilier, par exemple, dans les centres communaux d'action sociale, faisait que toutes ces personnes étaient toujours considérées comme n'étant pas de véritables habitants des villes où pourtant, parfois, naissaient leurs enfants sur le territoire français. Nous avons pu voir aussi comment le fait que certains droits élémentaires ne leur étaient pas accordés servait de prétexte à d'autres administrations pour ne pas en reconnaître d'autres. Un exemple, par exemple, le fait que la sécurité sociale, nous l'avons vu de nos propres yeux, pouvait exiger pour admettre à l'aide médicale d'État que la CAF s'engage, ou inversement, que la caisse d'allocation familiale demande un numéro de sécurité sociale en bonne et due forme avant de pouvoir accepter pourtant les prestations qui sont normalement dues à tous les enfants qui naissent en France, en particulier quand ils naissent de parents originaires de l'Union européenne. Nous avons pu aussi constater comment le régime des expulsions était vraiment le véritable problème fondamental de cette population, faisant en sorte que toutes les démarches qui à un moment donné avaient quand même progressé, que tous ces obstacles administratifs qu'avec l'aide des associations avaient pu être levés à un moment donné, eh bien tout était remis à zéro. Tout était remis à zéro régulièrement, tout était remis à zéro quand il y a expulsion, quand il y a perte de documents, quand il y a déplacement, quand il y a changement de département. Nous avons aussi été particulièrement étonnés avec la facilité avec laquelle
des représentants des institutions pouvaient se penser dispensés d'agir en fonction d'éthique professionnelle la plus élémentaire. Nous avons remarqué des directeurs d'école qui n'acceptent pas des enfants qui se présentent sous prétexte que la municipalité refuse de les inscrire, alors que la loi leur en aurait donné droit. Nous avons remarqué aussi comment de nombreux acteurs de la protection de l'enfance, dès lors qu'il s'agit de familles roms et roumaines, considèrent que le droit ordinaire ne saurait s'appliquer, qu'il ne faudrait pas être tatillon et que finalement il n'y a pas de possibilité d'engager. Laissez une petite place à monsieur le procureur. Bien entendu. Tout à l'heure. Hein. Bien entendu. Mais c'est vrai qu'en tant qu'enquêteur, finalement, ce que je peux témoigner, c'est que finalement, il y a tout un ensemble, tout un faisceau de dysfonctionnement, de défaussement, de manque de prise de responsabilité qui s'appuient les uns sur les autres. Chaque acteur qui ne prend pas sa responsabilité, finalement, ne fait que s'appuyer sur tous les autres. Et en disant, pourquoi moi, je ferais quelque chose? Ce que fait le maire de sa petite commune, hein, quand il dit, pourquoi moi, je récupérerais la misère européenne ou ceci ou cela. Chaque acteur agit exactement de cette même façon-là. Et puis, en tant qu'enquêteur, il me semble important aussi de dire que certaines mesures de protection, ou dites de protection, ou de mise à l'abri, ont aussi des effets qui parfois viennent aggraver la situation de détresse des familles elles-mêmes. Par exemple, des mises à l'abri sous couvert du dispositif d'hébergement d'urgence communément appelé 115 aboutissent quelquefois à envoyer des familles qui avaient des attaches territoriales à l'autre bout de la région parisienne ou alors à séparer les hommes des femmes en enjoignant aux uns et aux autres de rejoindre des lieux d'hébergement séparés ou alors en ne tenant aucun compte du lieu de scolarisation des enfants dans le choix des hôtels. Nous avons pu voir aussi comment certaines décisions de l'aide sociale à l'enfance, parfois entérinées en justice, aboutissent à des placements qui ne sont pas compris par les enfants eux-mêmes, qui ne sont pas compris par la communauté autour d'eux et qui finalement échouent. Et que ensuite, de ces échecs, les administrations de l'aide sociale à l'enfance prennent ensuite motif pour dire « vous voyez bien, on ne peut rien faire avec ces enfants, on ne peut rien faire avec ces familles, on ne peut rien faire avec cela ». Nous avons aussi vu, et ça c'est très inquiétant, parce qu'en tant qu'enquêteur, je dois quand même témoigner que des représentants de pouvoir public, des représentants de collectivités se livrent à des propos racistes, ouvertement. Mais non seulement se livrent à ce propos comme ça, à l'envolée, dans la précipitation, sous le feu d'une émotion, mais les assument, les écrivent sur leur page Facebook. C'est le cas de Richard Trinquier, maire de Wissous, et qui, en particulier, qui dénonce et jette à la vindicte publique des familles, toute une petite communauté, et appelle les habitants à se révolter contre ce qu'il nomme une occupation étrangère. Donc on est dans quelque chose, et se nomme lui-même un résistant, parce qu'il lutte contre l'occupation, et traitant au passage les associations humanitaires et éducatives de collaborateurs, de collabos, puisqu'ils viendraient en aide à ces familles et ces populations. Nous sommes particulièrement surpris de voir la banalisation de ces propos, particulièrement inquiets aussi de voir comment finalement cela provoque si peu de remous. Et donc, du coup, nous nous étonnons pas beaucoup que ces dysfonctionnements ne trouvent aucune amélioration, parce que malgré tout, il s'agit d'une petite population. Malgré tout, la plupart des familles qui vivent aujourd'hui sur le territoire français y sont depuis de nombreuses années. Malgré tout, elles ont entretenu et noué des relations fortes, aussi bien avec des membres de la communauté nationale, des associations, mais aussi avec le territoire dans lequel elles sont implantées. Et finalement, il n'en faudrait pas beaucoup pour qu'il y ait un processus d'intégration bien classique et que nous connaissons bien en France et qui a été celui d'autres migrations précédentes. Mais nous avons l'impression qu'il y a une forme d'entretien de l'impossibilité de s'implanter, d'entretien de l'impossibilité de nouer des liens et de trouver des solutions pourtant nécessaires, pourtant que tout droit exige, que tout droit élémentaire exige à ces situations. Donc c'est une enquête qui a fait de nous des experts désabusés de nos institutions. C'est finalement, nous sommes reconnaissants à ces familles que par le fait de les avoir connues, nous avons par leur intermédiaire jeté un œil différent sur le fonctionnement de nos propres collectivités, de nos propres institutions, et nous avons appris à voir les choses différemment et d'une manière qui nous inquiète relativement. Et votre enquête a duré sur combien d'années ?
Depuis 2008, donc nous sommes en 2015, nous pouvons considérer que c'est un recul de 7 années. 7 années pendant lesquelles nous avons vu des enfants grandir, 7 années pendant lesquelles nous avons vu des enfants devenir adolescents puis adultes, 7 années pendant lesquelles nous avons pu suivre des familles et effectivement voir une certaine diversité de destins, quelques belles réussites, des réussites parfois éclatantes, qui nous montrent que quelque chose est possible, mais parfois aussi des poursuites de situations de misère que rien ne pourrait justifier. Donc ainsi, vous avez constaté des pratiques, des comportements qui créent un effet de système qui était discriminatoire, voire attentatoire aux dignités des personnes concernées et des enfants en particulier. Et des enfants en particulier. Et je pense que les témoins et les experts reviendront là-dessus, mais les enfants ne sont pas vus comme des enfants. Ils sont avant tout vus comme des représentants de leur communauté ou comme des étrangers en puissance. On fait d'eux des super étrangers, alors que ce sont souvent des enfants qui sont nés en France et qui sont francophones et qui ne demandent qu'à se développer et à adopter les mêmes comportements et attitudes que tous les autres enfants de France. Et effectivement, c'est tout un système, parce qu'il faudrait même parler des banques, on pourrait même parler un petit peu d'autres, toutes sortes d'administrations, même privées, contribuent par leur refus, par des pratiques parfois discriminantes, à cette mise à l'écart. Alors bien entendu, ce sont les enfants qui en pâtissent le plus. Bien entendu, parce que depuis 8 ans, la plupart des enfants que nous avons pu suivre n'ont pas connu de scolarité continue. Ils n'ont pas connu de scolarité continue parce qu'ils ont connu 5, 6, 7, 8, 9 expulsions. Ils n'ont pas connu de scolarité continue parce que bien souvent, ils n'ont pas pu atteindre l'école préélémentaire, qui pourtant leur aurait donné des bases à la fois comportementales et à la fois des bases linguistiques et des bases de motivation propres à favoriser ensuite leur scolarisation élémentaire. Et donc, nous avons vu effectivement des parcours faits de déliaisons qui laissent malheureusement présumer des difficultés d'intégration à l'âge adulte. Mais nous avons vu aussi comment ces parcours étaient le produit de dysfonctionnement de nos propres institutions. Vous avez des questions ? Merci Madame la Présidente. Monsieur le directeur d'enquête, vous avez fait état d'une enquête de proximité, vous nous avez fait état d'une série de dysfonctionnements que vous avez remarqués. Alors on aura l'occasion d'entendre des témoins par la suite, mais d'entrée de jeu, est-ce que vous pouvez nous donner quelques signes, quelques symptômes que ces dysfonctionnements entraînent auprès des enfants? Quelles sont les conséquences de ces dysfonctionnements les plus importants et les plus flagrants que vous avez pu remarquer auprès de ces enfants? Eh bien, évidemment, des mises en danger des enfants du point de vue de la santé, du point de vue de la sécurité, un enfermement, c'est-à-dire des enfants qui finalement sont souvent livrés à rester entre eux, alors qu'ils chercheraient à rencontrer et connaître et fréquenter d'autres enfants, et qui bien souvent se retrouvent uniquement livrés aux possibilités de leur petite société, ce qui vient et concourt à les stigmatiser davantage au regard du reste de la population. Nous avons aussi des enfants qui peuvent cumuler des problèmes personnels, de santé, de problématiques psychologiques qui ne sont pas résolues, qui ne sont pas prises en charge et qui influencent évidemment leur développement. Merci. Vous avez des questions ? Oui, merci Madame la Présidente. À part les propos racistes, quelles sont pour vous les indications les plus claires qu'il s'agit d'une discrimination basée sur la race, l'ethnie ou la couleur de peau, et non pas d'une simple incompétence de la part de ces institutions? Eh bien, la facilité avec laquelle les décideurs, la facilité avec laquelle les élus emploient le terme Rome, le vocabulaire qu'ils vont utiliser à tout propos qui devient un vocabulaire sanitaire. Nous avons vu, par exemple, dans une petite commune de l'Essonne, Champlan, pour ne pas la nommer, un maire sensibiliser et faire campagne dans sa propre commune pour que les parents s'insurgent sur le risque d'épidémie que les enfants représentaient pour les autres enfants de la commune. Et donc, finalement, tout ce qui traitait les enfants roms était traité sur un plan sanitaire. Et on retrouve des termes, hein. Il y a la question de la vermine, il y a la question de la saleté. On renvoie sans arrêt à des questions à la fois discriminantes, à la fois offensantes, sur le plan de la propreté, et ce sont toujours ces représentations négatives qui sont mises en avant. Alors, le racisme avéré
et en termes de « je les déteste » est rarement assumé, quoique nous l'avons aussi constaté, mais il va prendre des chemins un peu plus sinueux où on va se présenter comme quelqu'un de particulièrement préoccupé par la situation sanitaire. Et puis quelque chose que nous trouvons relativement pervers, c'est quand on prend motif de la propre situation qu'on a laissé se développer, d'abandon du camp, de non-distribution d'eau, de non-fourniture de toilettes, pour ensuite demander au nom de la dignité humaine l'expulsion des gens. Et ça, c'est aussi un phénomène particulièrement bien huilé, trop bien huilé pour être l'invention d'une seule personne. C'est-à-dire que c'est vraiment une forme de pente à laquelle on assiste, qui fait que finalement, tout bon maire, tout bon administratif territorial peut considérer finalement qu'on peut intervertir les termes et que expulser, c'est protéger, c'est évacuer dans le langage administratif courant. Vous savez, on ne dit pas expulser, on dit qu'on évacue. Et donc, il y a vraiment cette idée que c'est pour le bien des gens eux-mêmes. Hein, donc, nous remarquons ce côté-là. Et puis, alors, tout ce qui est analogie et métaphore sanitaire liée à la peur des épidémies, à la question aussi des nuisibles, est quelque chose que l'on retrouve extrêmement régulièrement. Et ça, on imagine bien comment ça vient marquer, stigmatiser l'image de personnes et de groupes. Et les enfants en sont particulièrement porteurs parce que vous connaissez les sociétés enfantines, vous savez comment les enfants sont entre eux. Et les premières choses qu'ils ont à faire quand ils se rencontrent, c'est de se débarrasser des stéréotypes. Dans notre association, nous faisons se rencontrer des enfants de camp et des enfants de quartier. Et effectivement, nous faisons ce travail qui va passer par une première phase où il va y avoir des échanges de stéréotypes de part et d'autre, et on va enfin pouvoir passer à autre chose. Mais quand on est face à des enfants qui, toute leur vie d'enfants, toute leur enfance, sont sans arrêt expulsés, ils ne dépasseront jamais cette phase de stéréotypes réciproques, et ils vont finalement se renforcer ensuite dans une identité de rejeté, qui va évidemment les amener à avoir des attitudes eux-mêmes agressives, voire provocantes, mais qui sont aussi des comportements de défense. La partie civile a-t-elle des questions? Oui, c'est la dernière réponse qui s'en avance un peu sur la question. En fait, les enfants, bon, ce sont des enfants, comme tous les enfants, indépendamment d'être des enfants roms. Comment eux-mêmes intègrent-ils cette situation? Comment la ressentent-ils? Comment réagissent-ils, eux, les enfants, par rapport à cette situation? En plusieurs phases. Les enfants plus jeunes sont complètement étrangers à cette situation et manifestent un désir de sociabilisation, de découverte, d'apprentissage qui est assez extraordinaire. Des enseignants bénévoles qui viennent dans notre association pour animer des ateliers préscolaires et périscolaires disent qu'ils sont frappés par le désir d'apprendre particulier de ces enfants qui effectivement ont connu un manque et une carence, ce désir justement d'être en situation d'être face à des activités d'éveil. Mais au fur et à mesure qu'ils grandissent, ils ont intégré un certain nombre d'expériences traumatisantes dans leur relation avec des représentants, des habitants, et ils peuvent anticiper eux-mêmes le rejet qu'ils craignent par leur propre comportement, et il y a des risques effectivement de dérive. Mais dans l'ensemble, nous avons affaire à une population qui est souvent particulièrement paisible, avec justement des enfants et des adolescents qui le sont pour la plupart d'entre eux. Vous avez noté la réponse, monsieur le greffier, à la question posée par la partie civile? D'autres questions pour la partie civile? Le parquet? Oui, j'ai 4 questions à ce stade, Madame le Président. Première question, Monsieur le directeur d'enquête, je voudrais vous interroger sur la loi Besson de 2000 qui impose aux communes de plus de 5000 habitants de prévoir des aires d'accueil pour les gens du voyage. Qu'est-ce que, dans votre enquête, vous avez constaté au regard du respect des dispositions de la loi Besson? Ma réponse va être double. Dans un premier temps, je vais, comme vous vous en doutez, faire l'écho que cette loi Besson est très inégalement appliquée, que de très nombreuses communes ne l'appliquent pas, voire que même certaines d'entre elles qui étaient en règle en regard de cette loi ont cessé de l'être en fermant ici ou là des places de stationnement. Mais dans un deuxième temps, je dois aussi vous dire que les familles roms et roumaines d'origine étrangère sont exclues du bénéfice de ces aires quand ces aires existent, car elles sont malheureusement, dans les faits, réservées aux familles d'origine française, et française depuis plusieurs siècles,
de la communauté des gens du voyage. Et donc cette loi Besson n'apporte pas de secours aux familles roms et roumaines, mais bien entendu, peut éventuellement venir aussi stigmatiser leur propre campement sauvage, quand par nécessité, ces familles créent des squats et créent des bidonvilles. Bien entendu, cela n'est absolument pas toléré par la communauté, parce que dans l'imaginaire des gens, ils auraient d'autres possibilités qu'en réalité ils n'ont pas. Merci. Deuxième question, à propos de la question de la scolarisation. On a vu que, ça a été rappelé dans l'acte d'accusation, que dans une étude 2008-2009, il est fait état d'un chiffre extrêmement inquiétant, selon lequel moins de 30% des enfants roms en âge scolaire seraient scolarisés sur Marseille, sur Marseille, Lyon, Nantes, une étude qui portait quand même sur 1200 enfants, donc un chiffre assez significatif. Pouvez-vous confirmer cette réalité et pouvez-vous indiquer au tribunal quelles en sont selon vous les causes ? Les causes en sont multiples, comme la réalité est complexe. La plupart des enfants roms ont été au moins à un moment de leur vie mis en contact avec l'école et scolarisés. Cette scolarité s'est parfois achevée à force d'expulsion, et parfois la motivation, y compris des parents, mais y compris des organisations qui les soutiennent, ou les conditions matérielles dans lesquelles ils étaient, n'a pas permis une rescolarisation. Nous avons donc affaire à des enfants qui ont connu des scolarités hachées, et petit à petit c'est le lien même à leur scolarité qui mute. C'est-à-dire autant les enfants français qui vivent d'une manière stable ne pourraient pas imaginer faire autre chose de leur vie que d'être à l'école, autant les enfants de minorités roms et roumaines ont pu, par leur vécu, savoir qu'ils peuvent être de longues périodes déscolarisés. Et du coup, la relation qu'ils peuvent avoir avec l'institution scolaire va être marquée aussi par ça, c'est-à-dire de la liaison, de la déliaison, de l'amour. Ils vont tomber sur une école où ils sont particulièrement bien accueillis, ils vont être extrêmement présents, ils vont sentir du rejet, ils vont partir. Deuxième nuance, la différence entre l'élémentaire et le secondaire. Dans l'élémentaire, la scolarisation, quand elle a lieu, l'accueil est plutôt bon vis-à-vis, en général et globalement, vis-à-vis des enfants de minorités roms et roumaines. L'accueil dans les écoles est plutôt bon. Par contre, quand les enfants arrivent plus âgés sur le territoire français et qui se trouvent d'entrée de jeu, scolarisés dans le secondaire, ils font état, ces enfants-là, d'un ressenti de rejet, d'un ressenti de ne pas être à leur place, d'un ressenti que l'institution scolaire ne sait pas très bien quoi faire d'eux, d'un ressenti de gêne de la part des enseignants face à des élèves atypiques, qui n'ont pas de prérequis suffisants, qui n'ont pas le parcours que les autres enfants ont, et finalement ils sentent d'eux-mêmes, souvent, ils le disent, qu'ils sont de trop, et finissent par abandonner assez rapidement la scolarité secondaire. Bien entendu, ce que je dis est une généralité qu'il faudrait nuancer par des réalités locales qui, heureusement, dans certains cas et certains lieux, sont bien plus optimistes parce qu'elles sont dues au dévouement d'acteurs éducatifs particulièrement engagés. Mais ça reste, à mon sens, valable. Donc plutôt que la déscolarisation brute, je crois qu'il faut avoir l'idée, en tant que directeur d'enquête, je peux amener ça, l'idée d'une relation à l'école qui est complexe, qui est ambiguë, qui est ambivalente, qui est faite de plein et de déliés, d'amour et de désamour, mais qui en tout cas n'a jamais laissé les enfants indifférents. Toujours, ou à un moment ou à un autre, ils ont vécu ou comme une envie, ou comme une blessure, le fait d'y être accueillis ou pas. Autre question à propos de la protection de l'enfance en danger et du fonctionnement des services de l'ASE. Oui. Et également du fonctionnement de la justice pour enfants. Qu'avez-vous constaté dans votre enquête au regard de la manière dont les enfants roms font ou ne font pas l'objet des mesures adéquates de protection de l'enfance en danger, tant du côté des services de l'ASE que du côté des juges pour enfants? Ce que nous avons constaté, c'est une attitude extrêmement embarrassée des services sociaux départementaux, qui certes sont souvent encombrés, certes sont déjà au travail et qui ont tendance à considérer que la présence des enfants roms, y compris en danger, constitue un surcroît de travail déstabilisant qu'ils n'arriveront pas à gérer. Et donc il y a une première tentation qui est, et nous l'avons vu dans certains cas, qui est de dire mais au fond, ces enfants-là, ils ne sont pas d'ici. Nous sommes certes le service de protection départementale, mais j'ai entendu dire, moi, des cadres de certains services dire, vous savez, les enfants qui sont là, ils sont autant de la Lozère
que de notre département. Ils sont autant de la Corrèze que d'un autre département. Sous-entendu, ils ne sont d'aucun département. Et il y a quand même quelque part l'espoir que la situation s'arrangera par défaut et par l'absurde, par le départ. J'ai vu aussi des attitudes fatalistes de « on anticipe l'échec ». Et du coup, l'échec arrivé, on dira aux défenseurs des droits des enfants, « vous l'avez bien dit ». J'ai entendu une cadre de l'aide sociale à l'enfance, inspectrice, me dire « vous savez, le placement pour ce genre d'enfants, c'est des placements d'une demi-heure ». Moi, quand j'appelle le foyer d'urgence, je téléphone et je dis « t'as une place pour une demi-heure » Effectivement, la porte est grande ouverte. L'enfant a été envoyé dans ce foyer d'urgence loin de tout, qui n'a aucun sens dans sa situation, aucun sens dans son entourage, aucun sens dans sa vie personnelle. La porte est grande ouverte et d'une certaine façon, personne ne regarde si elle est franchie ou pas. Le fait que l'enfant restera une demi-heure viendra d'ailleurs par ailleurs venir renforcer l'idée qu'on ne peut rien faire. Peut-être que les enfants roms nous aident, peut-être que les enfants roms nous apportent une nouveauté dans notre manière de penser nos pratiques de protection de l'enfance. Parce que nous voyons que les deux mesures phares de la protection de l'enfance, que sont l'assistance éducative ou alors l'action éducative en milieu ouvert quand elle est prescrite par le juge, ou encore le placement, effectivement, trouvent leurs limites face à des enfants qui vivent surtout des situations de précarité, des situations de misère extrême. Et du coup, la protection de l'enfance, dans ses outils traditionnels, peine à trouver les bons outils. Parfois, elle manque aussi de moyens et de motivation pour le faire. Mais dans tous les cas, l'effet est terrible parce que nous avons l'impression qu'il y a deux catégories d'enfants en France, ce qui peut nous paraître particulièrement insupportable. Il y aurait des enfants pour qui on irait se préoccuper de choses extrêmement fines et nécessaires, comme la relation aux parents absents, comme la relation aux parents séparés. On va faire des réunions à n'en plus finir pour justement voir comment ces enfants vont s'épanouir à partir d'une mesure. Et puis il y en a d'autres pour qui finalement tout ça n'aurait pas d'importance. Alors personne dans la protection de l'enfance ne va l'assumer de cette façon-là, mais on fait comme si. Et c'est malheureusement un sentiment que peuvent avoir à la fois les familles, mais aussi les enfants et aussi les associations qui les accompagnent. Dernière question en ce qui me concerne. Au cours de votre enquête, est-ce que vous avez appris l'existence de plaintes déposées par ces victimes de discrimination, soit pour des discriminations liées au droit à l'éducation, au droit à la santé, à la protection de l'enfance? Avez-vous connaissance de plaintes et avez-vous le sentiment que ces plaintes avaient été correctement suivies par les parquets qui en avaient été saisis? Alors c'est un véritable problème, c'est-à-dire que nous sommes avec des familles qui se plaignent très peu. Nous sommes avec des familles qui, dans l'ensemble, ne sont pas procédurières, ne cherchent pas les histoires, et qui même, quand nous les en conjurons, on leur dit « mais là, c'est pas acceptable ce que vous êtes en train de dire, il faut aller porter plainte », en même temps, on les comprend. Ils se disent « oui, mais moi, je suis aussi quelqu'un qui demande plein de choses. Je ne suis pas juste quelqu'un qui porte plainte. Je suis aussi quelqu'un qui a plein de besoins, qui demande plein de choses. Et quelque part, nous, les associations de soutien, ils nous regardent avec ambiguïté en disant « oui, d'accord, vous êtes bien implantés, bien installés, vous avez envie d'aller vous friter avec les institutions. Mais nous, on n'est pas dans cette situation-là. » Et donc, ils sont dans une situation de réserve. Curieusement, ce sont les enfants. Les enfants sont révoltés et les enfants, eux, se plaignent. Ils se plaindraient, mais évidemment, il y a une faiblesse à pouvoir enregistrer, sans que les parents les y assistent, des plaintes directes. Donc je pense qu'actuellement en France, il y a une sous-représentation du nombre de plaintes de victimes de discrimination, parce que justement, ce sont des personnes et des groupes qui ont peur des conséquences et qui ont peur que les discriminations augmentent s'ils se présentent comme des personnes pleines de revendications ou de demandes de réparation. Donc je crois que, pour répondre à votre question, ce n'est pas tant un non-classement ou un non-suivi de la justice à laquelle nous assistons qu'un défaut de saisissement. La justice n'est pas suffisamment saisie de tous les manquements de droit que cette population connaît. Merci. Est-ce que la défense a des questions? Oui, juste une question, Monsieur Hott. Dans le cadre de l'enquête que vous avez dirigée, est-ce que vous avez été amené à contrôler, examiner ce qui peut se passer en dehors des frontières de la France à l'insu de ces familles? Je précise ma question. Est-ce que vous avez pu comparer les faits que vous établissez et définissez ici aujourd'hui à l'encontre de mes clients par rapport aux faits dont ces familles disent être victimes dans leur pays d'origine notamment et éventuellement dans d'autres pays chez nos voisins européens?
Insuffisamment. Ce sera effectivement une des limites de mon enquête, c'est qu'elle est extrêmement centrée sur une réalité institutionnelle française. Toutefois, nous avons pu vérifier, parce que nous avons rencontré des personnes qui ont fait des études et des recherches, par exemple, sur la scolarisation des enfants roms en Roumanie, mais d'autres experts, mieux que moi, pourront en parler. Nous avons quand même rencontré la vérification du fait que ces familles subissent, dans leur pays d'origine, la Roumanie, pour les populations que nous connaissons en majorité, des situations qui sont également des situations de discrimination qui semblent avérées. Pas d'autres questions? Pas d'autres questions. Nous aurions sûrement beaucoup de questions à vous poser, mais le déroulement du temps s'impose et nous allons continuer les auditions. Je vous remercie. Le tribunal vous remercie.